Alors, on va ouvrir ce chapitre, mais avant, il faut quand même qu'on dise quelque chose, chef, parce que j'ai fait quelques interviews de chef, mais j'ai rarement entendu cette histoire d'un chef qui dit « ça ne me convient pas, et ça ne me convient pas, et ça ne me convient pas », alors même qu'il est à un âge où, bon, jusqu'à preuve du contraire, il a encore quelques trucs à apprendre. Vous avez quand même une idée assez nette et rapidement de ce que vous attendez de la vie en cuisine. Ouais, exactement. Ouais, Mais c'est un peu paradoxal parce que depuis le début, vous êtes quelqu'un qui est respecté. On sent qu'il y a un code, qu'il y a des valeurs, la valeur travail, l'honneur par rapport à votre papa, tout ça, tout ça. Et en même temps, il y a quand même un truc qui dit attends, moi je fais pas ça. Et zéro compromis quand même. Ouais. Mais en fait, c'était ce que j'avais appris à travers mes parents. C'est aussi ça, c'est le respect du travail. C'est le respect de plein de choses, en fait, de certaines valeurs qui sont fortes pour moi. Oui, mais on sent que vous, justement, vous les imposez à des gens qui, à cet âge-là, hiérarchiquement et en termes d'expérience, en ont plus que vous, normalement. Donc même si vous avez la raison, même si vous savez que vous êtes du bon côté de l'histoire, souvent, à cet âge-là, on baisse la tête et puis vous transigez pas, quoi. Non. Alors et ça m'a porté chance. Donc tant mieux pour moi. Mais je les explique, en fait, quand vous avez un patron que vous faites un mois et puis au bout d'un mois vous lui dites bon c'est pas ce que j'attendais, je vais partir, et le gars il lui dit bah si tu pars je te paye pas. Je dis bah c'est pas grave, oui l'argenterie là, je la prends. Et j'étais un peu fou, hein. Et j'étais un peu senior, je venais du rugby, je venais d'une école de justesse, en fait, vous voyez. Et en fait pour moi c'est important, la parole est importante. Ouais. L'engagement est important. Et j'ai eu la chance très tôt de savoir à peu près ce que je voulais. Et puis après, je rencontre des grands chefs. Et là, c'est plus pareil. Et donc, vous donnez, en tout cas, votre parole et vous y allez. Vous partez, du coup... Ouais. À Saint-Jean-de-Luz, je descends, donc Orléans, Saint-Jean-de-Luz. Ouais, Pays Basque. J'arrive à un endroit magique, hein, le Grand Hôtel, extraordinaire. Donc Bruno Cirino, qui avait été placé par Alain Ducasse dans cette place. C'est la première fois que je voyais une cuisine aussi belle. Ouais. Oh, magique. Et puis Bruno Cirino. C'est, je pense, le premier qui m'a appris l'exigence sur le produit. Il est d'une exigence folle. Il est sans compromis. Pour qu'on le comprenne, ça, parce que on a l'impression que n'importe quel chef qui a n'importe quelle ambition est forcément exigeant sur le produit. Vous le voyez, ça se traduit par quoi à ce moment-là ? Ah, moi, c'est la première fois que je vois un chef prendre sa voiture, traverser la frontière, planquer des jambons Rabugo qu'on n'avait pas le droit d'apporter à l'époque sous ses sièges de voiture pour servir le meilleur jambon possible à ses clients. Ah oui. C'est la première fois que je vois des bars vivants dans un vivier. Mais il était jusqu'au boutiste, c'était incroyable. Et donc, super équipe. Que des gars qui sont maintenant chefs ou propriétaires. À l'époque, on était tous des fous furieux. Mais la grosse équipe aussi, non ? Ouais, on avait Frédéric Robert en pâtisserie, qui était l'exécutif chef du groupe, après qui est devenu l'exécutif chef du groupe Ducasse en pâtisserie. Michel Dussault, Alain Soliveres, enfin, tu te retrouves avec des caïds, quoi. Mais du monde aussi, non ? Une grosse brigade. Une grande brigade, non ? Pas tant. Pas tant, on était 10. Ah oui. On était une dizaine. Donc ça restait familial. Ça restait assez équipe. Créer des liens et de faire une team. Ouais. Et d'ailleurs, on est toujours plus ou moins en contact avec cette époque-là. Hein. J'ai gardé des amis de cette époque-là et on est toujours en relation. Et donc là, il nous apprend une cuisine extraordinaire, merveilleuse, avec un attachement sur le produit dingue. Et qui se traduit par quel genre de tonalité, qui va jouer sur quoi cette cuisine, au-delà effectivement de cette exigence farouche, enfin sans compromis pour le produit, c'est quoi la partition ? La partition, c'est de revisiter le patrimoine culinaire du Pays Basque, à sa sauce à lui. Et franchement, ce qu'il faisait, c'était vraiment extraordinaire. C'était vraiment chouette. Malheureusement, c'était d'un coût trop élevé. Donc, il se fait remercier rapidement. Il y a un chef qui arrive pour faire l'intérim derrière. On finit notre saison, voilà. Et en fait, l'année d'après, il reprend le Château Eza, à Es-Village. Et donc, une grande partie, si ce n'est la majorité de l'équipe, le rejoint au Château Eza à Es-Village. Ouais.
Et là, on est sur un paradoxe parce qu'on a un chef qui se fait remercier parce que justement, il a l'envie et une envie qui coûte trop cher. Mais néanmoins, son équipe, c'est un super laboratoire puisque si vous le suivez, quelque part, c'est normal aussi parce que vous, la rentabilité du lieu, à cette époque-là, c'est pas votre affaire du tout. Ouais. Mais ça fait école. Ouais. Nous, en fait, on est impressionné par son exigence de qualité. Et son savoir. Ouais, vous parliez de faire les choses à sa sauce. En l'occurrence, on se parlait là, juste avant de ce déménagement, d'une cuisine et d'un patrimoine qui est la cuisine et le Pays Basque, en l'occurrence, qui est très riche. Ah oui. Et en produits et en spécialité, donc il y a une vraie empreinte. C'est quoi sa sauce? C'est quoi son regard? Par où il rentre, lui, dans ces cuisines-là? Et qu'est-ce qu'il va continuer à écrire dans cette nouvelle adresse? Par exemple, un plat moi, dont je me rappelle très très bien, c'était un chipiron farci. Donc, traditionnellement, au Pays Bas, c'était avec une piperade, tout ça. Et lui, en fait, décide de le faire avec une farce de légumes, plus les tentacules, plus des dés de pain de mie sautés, plus des herbes. On cuit le calamar dans un bouillon de homard. On sort le calamar, on lui rattache des tentacules. Avec comme ça, on le refarcit dedans. On le met sur une grille. On le nappe blanc. Et après, en fait, on fait un mélange de ciboulette, œufs de homard et tout ça. Et on vient poudrer le calamar comme ça. Donc, il sort, il est transformé, le calamar. Et en dessous, c'est une parfaite sauce à l'encre maîtrisée. Et voilà, ça, c'était un des exemples de la cuisine de Cirino. Attention, là, on parle des années 87, quelque chose comme ça. Hein. C'est un peu comme quand Maximin a sorti son Robert Laffont. Là, tout le monde prend une grande claque. Cirino, c'était ça, sa cuisine, les carrés d'agneau, pareil, marinés. En fait, il faisait un agneau, on faisait un carré d'agneau. Le carré d'agneau, il avait 5 jours de marinade. Filmé au contact. Pour que la chair soit parfumée avec les épices, avant d'être rôti, pour qu'il ait un parfum de méchoui. Et là, je trouve un gars où je me dis, waouh. Il va loin. Je dis ça beaucoup. Ouais. C'était dur, hein, c'était exigeant, c'était dur, mais on apprenait tellement. Et en fait, alors il avait un problème un peu de transmission, ce Cirino. Il fallait plus lui voler qu'il nous transmettait. Mais en fait, on était quand même subjugués par ses capacités. Ouais. Donc on fait Château-Eza. Et là, je me retrouve avec une grande partie de l'équipe de Saint-Jean-de-Luz. Et puis, c'était saisonnier, le Château-Eza. Donc, moi, je rencontre mon épouse à cette époque. Voilà. Et donc, je décide de rester à Nice. Et je dis à Bruno Cirino, mais voilà, cet hiver, faut que je travaille. C'est bien fréquenté, Nice, à l'époque. Ouais. Parce qu'on se parlait d'un... Ouais. Et donc, j'atterris chez Maximin. Et ouais, voilà. Voilà. Et Maximin qui ouvre le théâtre. Le théâtre de Sacha Guitry. Ouais. C'est ça? Ouais. Mais incroyable. Et quand ça, c'est post-Negresco. Ouais, post-Negresco. Et donc, j'arrive au théâtre, dans cette ambiance, alors, un peu plus folle et un peu plus nombreuse au point de vue cuisine que ce que nous, on était dans nos petites équipes, au Château-Eza. Château-Eza devait être 6-8 en cuisine, 3 en pâtisserie, ou quelque chose comme ça. Et là, j'arrive dans une brigade un peu plus costaud quand même, parce qu'il y avait le gastro, le bistrot et le traiteur. Ouais. Donc, on était pas loin d'une vingtaine. Et où se situe la folie? Jacques Maximin, c'est un grand monsieur, le Napoléon des fourneaux. En fait, Maximin, c'est un cuisinier d'instinct. Alors c'est paradoxal parce que c'est un grand maître de la cuisine. Le gars, il connaît l'Escoffier par cœur. Enfin voilà, j'ai beaucoup de respect pour Monsieur Maximin. Mais c'est aussi d'un seul coup, en plein service, c'est une brigade qui switch d'un poste à l'autre parce qu'il faut les donner un coup de main. Donc moi, je suis pas habitué à ça. Enfin, c'est un peu bizarre, mais je m'attache à l'humain. Sanguin, non? Oui, on va dire ça comme ça. Ouais, entier. En fait, c'est quelqu'un d'entier. Ouais. Voilà, c'est quelqu'un qui ne supporte pas que vous fassiez mal. Ça, c'est pas possible dans sa tête. C'est quelqu'un qui a beaucoup de respect pour son métier, pour ses clients, et en fait qui est complètement engagé. Et donc Maximin, on découvre le personnage, quoi. Maximin qui arrive devant le théâtre avec sa mini break en bois là, et qui la gare, qui la gare pas d'ailleurs, qui jette les clés au voiturier. Puis qui vient en cuisine, et on fait plein de choses avec lui, c'est merveilleux. Ça dure 1 année, j'apprends beaucoup, je côtoie des grands professionnels aussi. Et là, en fait, j'avais mon équipe du Château-Eza qui était partie rejoindre les équipes de Ducasse au Louis XV. Et en fait, j'appelle un de mes copains d'époque, avec qui on avait fait Saint-Jean-de-Luz, et je dis voilà, s'il y a une place qui se libère au Louis XV, tiens-moi informé, ça m'intéresse vraiment, c'était mon premier rêve.
De quoi il est nourri justement ce rêve? Il faut en parler parce qu'Alain Ducasse forcément a une empreinte dans votre histoire, parce que vous allez y passer du temps dans son sillage. Alors Alain Ducasse à cette époque-là, il commence à marcher sur l'eau et on parle de lui comme un des représentants. Avant il y avait les figures, il y avait les Bocuse, tout ça, et de cette génération-là, il incarne cette nouvelle garde extrêmement médiatique. Les étoiles commencent à tomber, commencent à se multiplier aussi, c'est cette époque-là. Qu'est-ce qui vous fascine chez lui? Qu'est-ce qui vous donne envie, en tout cas, d'entrer dans ses cuisines? En fait, moi, ce qui me parle, c'est en tant que cuisinier, quand vous allez boire des canons le soir, vous rencontrez forcément des copains et vous échangez et ils vous parlent de ce qu'ils font en cuisine, des moyens qu'ils ont, enfin, de l'exigence et tout ça. On se dit, waouh, super, quoi. C'est la première fois que j'entendais un gars qui prend un canard, qui le flingue, qui le coupe en morceaux, qui fait un jus avec un canard entier. Hein. C'est une époque. C'est une époque, quoi. Puis, il est quand même médiatisé. Et puis, moi, c'était un rêve secret depuis longtemps. J'avais lu pas mal d'articles sur lui. J'avais vu quelques plats dans des magazines et tout ça. Et je savais que ça me correspondait, en fait. C'était une cuisine cuisinée, saucière, avec des bases classiques, mais revisitées. Enfin, et c'était pour moi ce que j'aimais faire, en fait, à cette époque-là. En échangeant avec Michel Dussault, avec d'autres gens avec qui on était avant, je savais que ça allait m'intéresser. Et eux me racontaient leur expérience où c'était merveilleux, quoi. 21 en cuisine, 6 stagiaires, des moyens incroyables, une rigueur incroyable. Et je me dis, c'est ce que je voudrais faire. Et donc, j'appelle mes potes et mes potes me disent, il y a une place qui va se libérer, donc t'as rendez-vous avec Alain Ducasse demain après-midi. Ok. Et donc là, je fais l'interview avec Alain Ducasse qui me Quel âge avez-vous à ce moment-là? 23 ans. 24. Et lui, il en a pas le double, mais... Il a 10 ans de plus. Oui, c'est ça. Et on a 10 ans d'écart. Ouais. Donc je rencontre Alain Ducasse dans l'aquarium, en pleine cuisine, là, aux yeux et vus de tous les cuisiniers autour de moi. Je fais, oh là là. Ça va, j'avais quelques copains dans la brigade, donc on se connaissait. Il me dit, ok, et il me dit, il me dit, t'as fait tous les fous de la Côte d'Azur, et il me dit, y a pas de raison que je t'embauche pas. Il me dit, par contre, je te laisse le dire à Jacques Maximin. Et donc, le soir même, je prépare un peu mon speech parce que, Jacques Maximin, il nous impressionnait quand même, hein, il est toujours impressionnant, Jacques. Ouais. Donc là, je lui dis, le lendemain, parce que j'ai pas osé lui dire le soir même, je me suis dit, il va y avoir un retour de casserole. Ouais, voilà. Et donc, le lendemain, je lui dis, et là, ça se passe pas très bien. Je lui dis, chef, ma décision est prise. C'est comme ça. Qu'est-ce qui se joue là à ce moment-là quand ça se passe pas bien? C'est quoi ce truc? Il y a un truc d'orgueil, il y a un truc d'appartenance, il y a une déception d'avoir donné, de pas pouvoir... Ouais, il y a un peu de ça, ouais. Il y a un peu de ça, c'est-à-dire que... mais quand on est jeune, ça, on le comprend pas très bien. On le comprend après quand on devient responsable, sous-chef, choses comme ça. C'est aussi l'engagement qu'on a eu vis-à-vis d'un cuisinier, à le former, à le faire monter. Et on le voit qu'il part. Alors après, il sait pourquoi je pars. Il a aussi... il y a sa part de responsabilité également. Voilà. Et je lui dis, écoutez, chef, voilà, j'ai pas d'autre choix. Et donc ça se passe. Et là, je fais 3 ans et demi au Louis XV. J'étais chef de partie chez Maximin, j'arrive 3e commis au Louis XV. Ah oui. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut accepter. Parce qu'un jour, ça paye. Moi, j'ai toujours cru que le travail payait. Un jour ou l'autre. C'est un peu une histoire de montagne aussi. Vous changez de versant, vous visez plus le même sommet, et donc le camp de base, il est plus forcément à la même altitude. Exact. Et il faut accepter parfois de repartir. Oui, mais c'est pas. Encore une fois, c'est dans cette quête d'apprendre, de me nourrir, de progresser, voilà. Donc j'arrive commis au Louis XV, premier poste à Broche. Donc, je sais pas si vous connaissez la cuisine du Louis XV avant. L'abbesse Giraudot, 8 anneaux. Rampe de gaz, 2 gros barbecues, vous mettez 5 kilos de charbon de bois. Et là, les premiers services, c'est dur. Hein. My God. Ouais, c'est dur. Ah ouais. C'est dur, mais c'est voilà, je retombe avec des copains avec qui on était aussi à Saint-Jean-de-Luz et au Château Eza. Donc je me fais ma place. Le chef de l'époque aussi me donne ma chance. Il m'accompagne. Je fais 3 ans et demi merveilleux. Hein. Elle ressemble à quoi la vie à ce moment-là? Parce que vous êtes jeune, vous avez rencontré votre épouse quelque temps avant, mais là vous êtes H24 en cuisine. On y est beaucoup. On y est beaucoup, mais c'est une bonne ambiance. C'est une très bonne ambiance d'entraide, de camaraderie, d'exigence et puis d'appartenance. Vous faites partie de l'écurie
Voilà. Et quand j'arrive, c'est en janvier, c'est juste avant le Michelin. Ah, Boum, il va choper ses 3 étoiles. il prend ses 3 étoiles. Ah oui. Et là, tu fais, my God. Je suis là où il faut être. Ouais. Enfin. Ah ouais. Enfin, voilà. Et donc, il y a toute cette émulation qui va se faire. Comment c'est vécu ce moment-là? Parce que pour Alain Ducasse, il le raconte avec à sa manière. Mais c'est quand même quelque chose. Ces 3 étoiles à cet endroit-là, c'est un marqueur, c'est une charnière, c'est une validation qui est déterminante. Comment vous la vivez, vous qui êtes à l'intérieur à ce moment-là? Bah, nous, on est fiers du travail qu'on a accompli. Ouais. Ducasse est très fier aussi du travail qu'on a accompli. On est aussi le premier palace à avoir 3 étoiles Michelin. Hein. Mais c'est aussi quelqu'un qui, à un moment, se dit, nous, on n'est pas là pour faire de la cuisine d'hôtel. Lui, il a vraiment son envie de faire restaurant. Il se trouve que c'est dans un hôtel, mais... C'est ce que je disais souvent quand j'étais à l'abeille. Je disais, c'est un restaurant dans un hôtel. Oui, voilà. Je disais, nous, on n'est pas un restaurant d'hôtel, puisque le restaurant d'un hôtel, par définition, c'est la brasserie. Ouais. Hein, c'est ce qu'il y avait au Ouais, Plaza Télé. lui, il faisait sa table, il faisait sa cuisine. Et... Non, mais faut se rappeler des moyens qui ont été déployés. La salle, c'était impressionnant. Hein. C'était un tissu d'Iran fait d'une seule pièce cousue, la vaisselle Bernardo fait sur mesure. Enfin, tout était avenant. 15 variétés de pain, tout fait maison à l'époque. C'est n'importe quoi. Quand on regarde rétrospectivement les choses aujourd'hui, on ferait plus du tout les choses comme ça. Non, c'est une aberration de consommation, de surconsommation. Il avait besoin, je pense aussi de c'est marquer. Une époque, hein, c'est une époque. Ouais, il fallait marquer à l'époque. Et donc, c'est la surenchère. Ah oui, c'était incroyable. Les clarifications de consommer de homard au corail de homard. En tant que cuisinier, tu dis, extra. All-in, aucune limite. Voilà, donc je fais 3 ans et demi, je sors comme chef de partie Louis XV. Entre-temps, j'ai eu une fille avec mon épouse, Camille. Donc j'étais le seul chef de partie qui avait un enfant à l'époque. Hein. Ah ouais. Ouais, j'avais 24 ans, 25 ans. Donc, je fais 3 ans et demi, puis après, il y a un changement de chef. Et je voulais pas faire partie de l'équipe qui allait rester subir le nouveau chef. Ouais, la page devait se tourner. Oui, voilà. Qu'est-ce que vous avez vu d'Alain Ducasse à ce moment-là Qu'est-ce qui s'est imprimé en vous quand vous le voyez intervenir en cuisine? Je me rappelle très très bien d'une émission de télé filmée où il devait vider une volaille. Préparer une volaille jaune des Landes. Et là, t'avais la caméra et t'avais toute l'équipe autour de lui, hein, toute la brigade, qui regardait s'il allait se rater ou pas. Et là, Alain Ducasse vide la volaille, il sort tout en une seule fois. Et là, t'as tous les cuisiniers qui font respect. Voilà. Donc, Alain Ducasse, c'est d'une exigence rare, mais il a jamais vraiment quitté. Il a quitté peut-être le piano pour cuisiner, mais intellectuellement, il l'a jamais quitté. Ah oui, non, bien sûr. Et il a toujours jamais été pris véritablement en défaut. Non, et il a toujours eu cette vision. En fait, ce qui m'a beaucoup impressionné chez Ducasse, c'est la réflexion du pourquoi, comment, avec quels moyens. C'est-à-dire que quand on voulait changer quelque chose, c'était OK, est-ce que tu peux le faire pour 45 couverts? Oui, alors tu peux changer. Si tu sais pas le faire pour 45 couverts, on ne change pas. Parce que lui, il part du principe que, en fait, tout le monde doit être servi à l'équité. Et pour lui, c'était très, très important, ça. Et ça, c'était une grande leçon d'Alain Ducasse. C'est-à-dire de réfléchir un changement de plat, mais jusqu'au bout. Comment il va être servi? Est-ce que ça va être assez chaud? Est-ce que le temps de la découpe est intéressant? Est-ce que, vous voyez? Il a déjà ça. Parce que quand il parle encore aujourd'hui, et c'est un élément de langage même qui répète à l'envie. La juste température, le juste plat, le juste assaisonnement, le juste... Vous faites bien. Mais il avait déjà ce truc, voilà. Il avait déjà ça. De l'équilibre global, en fait. En fait, c'est le premier chef, pour moi, qui pense le restaurant dans sa globalité. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire, bien sûr, l'art de la table, c'est une évidence. Mais de l'accueil, de l'uniforme, de la façon de transporter les plats. Le premier à avoir un plateau long, très très long, qu'on portait sur l'épaule comme ça, plutôt qu'un plateau comme ça. Il savait combien d'assiettes on pouvait mettre par plateau. Ce qui est super dur avec lui, c'est qu'il nous amène constamment à réfléchir. Ouais, tout est pensé. Tout est pensé. Et le hasard est très rare. D'ailleurs, il est flippant parce qu'il connaît le moindre truc de ces moindres lieux, de la anse de la tige, du truc, de la tasse de thé à la latte de parquet. C'est le seul chef que j'ai connu comme ça, avec cette exigence. Vraiment, et jusqu'au boutiste. Hein. Ouais. Après, d'une dureté incroyable. Hein. À l'époque, au Louis XV, ça rigolait, mais vraiment pas du tout. Ouais.
il passait dans la cuisine le matin, il regardait comme ça, même s'il a qu'un œil. Il voit très très bien, et il sent la cuisine vraiment. Et il regardait, il passait, il appelait son chef, il disait ça va pas, ça va pas. Lui là, s'il continue, il va aller à la campagne. On savait qu'on avait la chance d'être là. Hein. Parce que quand vous rentriez dans son bureau, il y avait une pile de CV haute comme ça. Vous saviez très bien que vous aviez la chance d'être là. C'était des contrats de 3 mois, renouvelables. Ouais. SBM. Siège éjectable. Voilà. Donc, on était vraiment tous super fiers de porter le maillot, puis on était exigeants envers nous-mêmes et on savait que voilà, c'était aussi une façon de progresser pour nous. Et bien sûr, là vous êtes dans la grande équipe, quoi. Voilà. Tout le monde, quand on se parle là, tout le monde dit c'était le Real Madrid, c'est ça, mais c'est ça à ce moment-là. Ah, exact. Parce que tous les chefs qui en sont sortis, moi quand j'y étais à l'époque, c'est Davide Ollani, c'est Carlo Cracco, c'est Michel Dussault, Alain Soliveres. Moi j'ai pas connu Jean-François, il l'a fait après moi, il est plus jeune Jean-François. Enfin c'est du Jean-François Piège, c'est des gens comme ça. Hein, ça rigole pas du tout. Hein. C'était la Dream Team. Donc je fais 3 ans et demi. Au bout de 3 ans et demi, j'avais déjà ma fille nouveau chef arrivant. Je préférais partir et voilà, j'avais fait le tour. C'est quand même un délire, hein, pardon, mais vous dites ça très normalement parce que de fait c'est votre histoire et vous la connaissez, mais vous passez du temps, vous parlez de votre fille à cette époque-là qui est toute petite que vous venez d'avoir, vous êtes à Monaco, vous allez à Honfleur, enfin je veux dire c'est des vies qui changent et un quotidien qui change, une famille qui se déplace, c'est pas rien quand même à chaque fois ces histoires-là. Alors moi j'ai de la chance, mon épouse est extraordinaire. Depuis le départ, elle connaît les règles du jeu. Et elle m'a toujours accompagné, toujours soutenu. Moi, je voulais avoir des enfants aussi parce que ça fait partie de ma vie. Hein. Et donc Camille, qui arrivait, qui est niçoise. Ouais, de fait. Ouais. Et là, on arrive en Fleur, gros déménagement. À l'époque, ça m'a coûté 12 000 francs de déménagement. Yeah. C'était quelques économies qui sont passées là-dedans. Ça se passe moyennement. C'était parce que, peut-être un choc thermique aussi. Hein. Et donc je fais une année et en fait Bruno Cirino recherchait du monde pour le Royal Monceau. En fait, il avait été au Vernet, il avait eu 2 étoiles, je crois, au Vernet, ou en devenir de 2 étoiles. Et en fait, les propriétaires sont les mêmes que le Royal Monceau. Et donc il lui demande de reprendre le Royal Monceau. Et donc là, plus grosse équipe et tout, et il fallait qu'il étoffe sa brigade. Et donc j'arrive au Royal Monceau, mais là je fais pas la même bêtise que j'ai fait en Fleur. J'y arrive tout seul, chez un copain qui avait une chambre avenue Kléber, voilà. D'accord, donc on laisse femmes et filles. Voilà, je laisse tout le monde en Fleur. Et puis je fais 3 mois à Paris pour voir si vraiment ça allait me plaire. Ça me plaît. Donc là, on rapatrie toute la famille, on redéménage. Au début, on arrive dans un petit appartement dans Paris. Puis je me rends compte que ça va pas le faire dans Paris même, c'est pas pour moi. Et on arrive à Chatou. Donc appartement, Chatou, tout ça, mais un cadre de vie qui me correspond plus. Là. Enfin voilà. Et donc mon épouse arrive avec Camille, tout ça, on s'installe. Et puis je prends la responsabilité du garde-manger froid du Royal Monceau. Mais à l'époque, le garde-manger froid, c'était vous faisiez la viande, les entrées, les buffets et tout ça, et plein de choses que je ne connaissais pas en fait. Oui. Faire des chaufs-froids de saumon fumé, faire des chaufs-froids de volaille. Donc toujours dans le même esprit, hein, c'est d'apprendre, de me nourrir. Intéressant, pas forcément les mêmes volumes non plus, parce que là pour le coup... Rien à voir, mais je retrouve Cirino. Ouais. Donc il y avait ce côté garde-manger qui était pour moi où j'apprenais beaucoup, qui n'était pas une passion, mais en fait je trouve ça intéressant de faire des belles pièces bien décorées, de se creuser un peu le cerveau pour savoir comment je vais les présenter et tout. Et puis on retrouve la cuisine de Cirino avec les tripes à la niçoise, avec les pieds paquets, et tout ça en plein Paris, donc c'était assez drôle. Et puis au bout de 3 ans et demi, pareil, j'avais fait le tour un peu de la question, je pouvais pas progresser beaucoup plus, et là j'ai un appel d'Alain Ducasse. Donc il me recontacte, on échange, il me dit voilà, je cherche un sous-chef pour épauler Jean-François Piège qui reprend le 59. Donc Jean-François, on se connaissait pas, mais on avait fait, lui aussi avait fait Cirino, donc on avait quelques liens comme ça. Là je découvre le 59, alors une maison très dure, 4 niveaux, enfin les chambres froides et tout ça, les colonnes vertébrales, et puis surtout on passait derrière Monsieur Robuchon.
Et donc là vraiment il fallait pas se louper parce qu'on était attendu. Hein. Ducasse qui vient à Paris, il était forcément attendu. Et moi je faisais partie de la deuxième année. En fait la première année c'était avec Laurent Gras où Jean-François était un de ses chefs de parti. Et après Laurent Gras décide de voguer faire de nouvelles aventures et c'est Jean-François qui reprend. Qui prend la première ligne. Et là on se monte en puissance. Hein. Là, avec Jean-François c'était super hein, parce que c'est dur. Il faut se rappeler le lundi midi, on ouvrait déjà au déjeuner. On avait le samedi, dimanche de repos, mais le lundi midi, t'avais le menu déjeuner. Hein. Et là, super, j'apprends beaucoup avec Jean-François, avec Ducasse, avec tout le monde. Enfin voilà, on maintient nos 3 étoiles, donc voilà, bingo. Mais je savais que c'était une courte mission. Les termes du contrat au départ étaient comme ça, avec Alain Ducasse. Il m'a dit voilà, je te prends comme sous-chef, puis après on verra. Et là, il me propose Spoon. Ah oui, c'est l'arrivée de Spoon. Et là, on se dit mais c'est quoi Spoon? Ouais. Et donc là, on se met avec Alain Ducasse autour d'une table et on parle de Spoon avec Frédéric Vardon, avec voilà. Et là, quand il nous expose le truc, on dit oh, bon, c'est intéressant. C'est novateur. Et comment puis, il raconte ce concept à l'époque-là? C'est quoi la vision que vous en retenez, vous? Cuisine multiethnique, pas de plat en ligne, c'est-à-dire c'est 1 + 2 + 3 = 1 plat. Très compliqué pour un cuisinier. Hein. Donc là, un ovni, hein, le truc très dur à mettre en place, très compliqué, mais super intéressant. Parce que enrichissant, parce que aussi là, je m'ouvre à une autre cuisine. Parce que chaque plat était réfléchi, discuté, analysé, et puis après, Alain Ducasse faisait le choix de ce qu'on allait garder ou pas. Donc testing, on faisait des testings à l'époque au 59 à la brasserie. Avant d'ouvrir Spoon, on ouvre Spoon, la cuisine n'est pas finie, mais c'est pas grave, on ouvre. Des techniques de cuisson, il y avait le wok, la plancha, la plaque à snacker, et puis les broches verticales, à petit panier. Mais c'est des inspirations, c'est des ailleurs qui arrivent à ce moment-là, hein, parce qu'à l'époque, quand on se replace... ça n'existait pas. Hein. Bah non. On est dans une cuisine de tradition quand même, et sur les techniques, et sur les produits. Et, alors, encore une fois, hein, Ducasse voyage beaucoup, il va dans le monde entier, il va à New York. Je pense qu'il voit ça chez Jean-Georges, Monsieur Wong. Il se dit, et sa curiosité, c'est ça, c'est de se dire, putain, c'est quand même pas mal, on va le faire. Et il se donne les moyens de réussir, ça c'est incroyable. Et donc on fait Spoon. C'est ma première position de chef. Donc là, quand vous êtes chef pour Alain Ducasse, c'est compliqué, hein. C'est pas le droit à l'erreur, mais c'est une très belle expérience. Et puis on a des moyens, des outils de travail aussi qui sont extra. Et je sais comment la communication quand on dit on n'a pas le droit à l'erreur, c'est quelqu'un qui déplace les gens, Alain Ducasse. C'est quelqu'un qui sait miser à tel moment, qui sait mettre des gens en maturation aussi, qui sait déplacer des gens et pour aller les reprendre un peu plus tard quand ils sentent qu'ils vont pouvoir servir tel projet à tel endroit. C'est une des grandes forces d'Alain Ducasse, moi je trouve. Mais du coup, comment ça se passe dans l'échange à ce moment-là? Parce que lui, il a sa vision. Il a une vision. Il a toujours... tout le temps. De toute façon, il est insupportable pour ça. Hein. Mais il vous donne cette chance. Et vous savez très bien que c'est à double tranchant. C'est à vous de le mettre en musique. Voilà. Mais il vous accompagne. Il vous lâche pas comme ça. Parce que, d'abord, on a la fierté de défendre son nom. Donc il faut pas qu'à travers nous on puisse toucher son nom, donc on se pique au jeu, vous voyez. Et puis il vous accompagne et puis il vous donne les moyens. Donc Spoon c'était un laboratoire. Hein. Quand on l'ouvre, c'était un vrai laboratoire. Les ceviches, 1998. Hein. C'était tout nouveau, art de la table métissée, couvert et baguette. J'ai un directeur de salle extraordinaire, Christian Laval, parfait directeur de salle pour ce lieu. On échange, on se bagarre. On se challenge, voilà, et on se pique tous au jeu. On en vend 5 dans le monde. C'est ça. Et donc on forme les équipes qui viennent Spoon Paris. Et on les forme, et voilà, on fait les recettes. Je fais 2 livres Spoon à cette époque-là. C'était intense.